Tant et tant de succès. Vous avez tous fredonné des airs de Jean Renard, que ce soit pour Mike Brandt qui l'a découvert, que ce soit pour les grands succès de Sylvie Vartan, ou que ce soit ça que vous entendez en ce moment, musique signée Jean Renard. Écoutez. Semble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, Que je t'aime. Votre chanson, Jean. Le plus grand succès, peut-être on peut le dire, de Johnny Hallyday. Ça se pourrait bien, oui. Il a chanté tellement de choses énormes que, c'est pas facile de trier. Tout le monde a sa chanson préférée. Mais d'une façon générale, c'est Que je t'aime qui l'emporte. Ouais. D'abord parce que les paroles sont très intéressantes de Gilles Thibault, mais la musique est populaire, bien entendu. Et moi, je me refuse de toute façon à écrire quelque chose qui fait pas plaisir et qui donne pas du bonheur aux gens. Ça, je peux pas. Alors, dès que je fais une mélodie et puis que c'est pas ça, hop, ça. je l'oublie. Et quand on entend cette voix de Johnny, on se souvient des concerts incroyables où le public entier chantait le refrain « Que je t'aime » avec lui, Jean. Bien sûr, bien sûr. Je crois que Jacques Rovérolise a dit, c'est un maître de la lumière, que tous les artistes connaissent. Et il a dit, j'ai mis 5 ans à pouvoir éclairer Que je t'aime correctement. Au bout de 5 ans, je me suis aperçu qu'il fallait pas éclairer Johnny quand il y avait Que je t'aime, mais on devait lui couper la lumière et c'était la salle qu'il fallait éclairer. Alors il a participé lui aussi au succès. Ça donne ça, écoutez cette voix. je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. On a envie de se dire qu'est-ce qu'on l'aime encore, notre Johnny. C'est vrai, il voulait pas trop chanter cette chanson au début. Il trouvait peut-être que ça correspondait pas à son image ou. Eh bien, moi j'ai jamais entendu ça par contre. Je sais pas qui a pu faire courir ce bruit-là. La chanson a fait une bombe tout de suite. Ouais. Tout de suite. Il était obligé de la chanter. C'est grâce à Mariti Carpentier et Gilbert Carpentier, cette fameuse émission du samedi soir. Elle voulait absolument cette chanson et on rentrait de Londres avec un album qui lui a pas plu. Elle m'a dit, il n'y a rien de bon pour moi, c'est rock and roll. Non, t'as pas vraiment une chanson. On avait répétition le lundi et l'émission était le samedi, on n'avait rien. Et elle m'a dit, alors je suis allé au piano dans le studio et j'ai joué ça. Johnny l'a entendu, il est arrivé. Je venais de lui montrer la chanson. Il chantait Que je t'aime. Il m'a dit, mes enfants, vous êtes fous, c'est ça que je veux ça pour samedi. On n'avait pas d'orchestration, on n'avait rien. Il a fallu se grouiller chez Jean Et c'est vrai que c'est la première prise, c'est-à-dire que c'était même pas en stéréo. Ils ont fait tourner la bande et ils ont dit c'est celle-là qu'on va garder. Ouais. Ah oui, oui, ça a été une épopée extraordinaire, l'enregistrement. Oui, ça s'est passé chez Bernard Estardi, au studio rue Championnet, à Paris. Et on n'avait pas le temps de faire ça. Le studio était pris, tous les studios de Paris étaient bourrés, on ne pouvait pas la faire. Et puis, il m'a dit, moi, je veux bien essayer de mettre les violons de telle heure à telle heure, de midi à 14 heures, parce qu'il n'y avait pas de séance. On a enregistré les violons incroyables. Et la batterie, ça a été comme ça, à temps perdu, vers entre 7 et 8 heures. Et puis, Johnny est arrivé à 1 heure du matin pour chanter. À 1 heure du matin. À 1 heure du matin. Et puis il était un peu fatigué, comme on s'en doute. Et au premier couplet, il a eu un évanouissement. Ah oui. Il a fallu qu'on aille chercher une éponge dans les toilettes pour le remettre un peu d'aplomb. Et il a fait le 2e couplet. On a fait les 3 couplets de suite. Et après seulement, il a fait le refrain. Il était complètement crevé, quoi, pour chanter ça. Il bagarrait. Et il chantait comme un cheval mort, comme dit la chanson. Épuisé comme un cheval mort. Comme disait Eddie Mitchell, il était complètement fou, le cheval mort, mais était cinglé.
C'est les paroles de Que je t'aime. On va voir des images, genre vous nous arrivez de Bruxelles, ça y est, c'est parti, la grande expo Johnny. On va voir des images en même temps, parce que voilà, c'est Laetitia Hallyday qui l'a inaugurée. Qu'est-ce qu'on voit là? Vous avez visité cette expo. Ça vous a touché, Jean, de voir cette expo à Bruxelles? Oui, parce que je me suis dit, une exposition, c'est prévu pour plusieurs mois. Oh là là, c'est comme des monuments du Louvre, etc. Mais ils en sont tout près, hein. La production a dépensé des sommes considérables, à mon avis. Et alors, c'est vraiment comme à Hollywood, quoi. L'exposition est en forme de guitare, déjà, mais sur 600-700 mètres de long. On entre par le manche de la guitare, et puis après, on se promène dans la guitare. On ne sait même plus ce que c'est. C'est une espèce de grand amphithéâtre. Et puis alors, des écrans partout. Johnny est partout. Alors, il y a ses costumes, il y a ses disques, des milliers de choses qui sont extraordinaires. Hein. Oui. Oui, c'est très, très bien fait. Alors, on ne peut pas être insensible à cette exposition. Et alors, si on aime Johnny, ben forcément, on revient, quoi, je pense. Oui. Et Laetitia était là, elle a fait un discours quand même très intéressant. Et bon, il y a beaucoup de médias, beaucoup de gens. Et aujourd'hui, c'est la grande ouverture des fans. Les fans sont aujourd'hui réunis là-bas à Bruxelles. Oui. Voilà. Tout ça est, je veux dire, presque enterré, les problèmes qu'il y a eu après sa mort. Laetitia, qui n'est pas tellement aimée de certains fans. Ouais. Oui, c'est... Bon, moi, j'aime pas parler de ces choses-là, parce que d'abord, je suis pas tellement au courant, je m'en suis pas occupé vraiment. Mais c'est vrai que il n'y a jamais eu un raccord véritable entre les vrais fans durs et purs de Johnny et Laetitia. Je ne sais pas pourquoi, Patrick, c'est comme ça, mais c'est comme ça. Et elle a fait tout ce qu'elle a pu pour... elle s'est mise au niveau de star de son mari, et ils n'ont pas marché. Et encore hier soir, il y en avait beaucoup de fans. Eh ben, ça marchait pas trop. Ils n'allaient pas trop vers elle. Mais elle a avoué dans une interview récente, pour parler de cette expo, combien elle avait aussi souffert de Johnny, de son tempérament autodestructeur. Oui, ça c'est... Je ne vais pas dire elle l'a bien cherché, mais quand on approche Johnny, qu'on vit avec Johnny, moi j'ai toujours dit il faut la santé. Mais la santé, si on vit avec lui jour et nuit, eh bien, c'est la santé morale qui trinque, parce que on s'aperçoit très vite que c'était le plus grand infidèle du monde. Dans la nuit qui suivait à Miami avec lui, il rencontrait quelqu'un d'autre et il avait oublié ce qu'il avait promis la veille. Et il revenait, et des fois ça l'ennuyait un peu, il revenait, ceci dit, il était fantastique sur tellement de points, extraordinaire, un charisme inimaginable, quoi. Ouais. Bah oui. Et quand ça se voyait, forcément, on peut pas faire 1h30, 2 heures de scène comme lui, sans être un bonhomme hors du commun. Hein. Oui, c'est impossible. Oui, mais ça pouvait être dur pour l'entourage. Parce qu'effectivement, on disait qu'il y avait toujours une cour autour de lui. Voilà, et il pouvait, comme vous le dites, être infidèle. C'est-à-dire, au fond, il pouvait lâcher facilement des gens. C'était toujours très difficile de rester constamment en phase avec lui. Il passait d'un sujet à un autre, d'un plaisir à un autre, d'une peine à une autre, et quelquefois de copain à un autre copain. Ce qui fait qu'il en a eu des milliers, des copains. Oui. Et ce côté autodestructeur, Jean, vous l'avez vu, vous l'avez senti. Il ne pouvait pas se débarrasser de ça. Venait d'où pour vous? Certainement de son enfance qui n'était pas très bien, qui n'était pas précise, quoi. Élevé par forcément son cousin, élevé par la femme surtout, de Lee Hallyday. Et puis, enfance difficile, et puis il allait à l'école comme ça pouvait. Et puis il s'est fabriqué tout seul, comme il s'est fabriqué Johnny Hallyday tout seul. Il a fini... Au début, il imitait un peu les attitudes, etc., d'Elvis, parce qu'il était amoureux de ce style, l'Amérique, voilà.
Mais il a vraiment fabriqué Johnny Hallyday sur un croquis qu'il avait fait à 16 ans, par exemple, de lui, tu vois. Tac, tac, la guitare, et puis, bon, il l'a fait, hein. Ouais. Mais Et un puis- sentiment de solitude permanent. Ah, ça, oui. C'était c'était le pendant du personnage, quoi. Bah, je me demande si on l'aimait pas aussi pour ça. Ben, moi, je l'ai tellement aimé, comme un frère, bon, comme un frère, d'accord, mais comme un artiste déjà, moi, j'admire les artistes, hein, je tombe amoureux des artistes avec qui je travaille, mais vraiment, parce que je les admire énormément, et Johnny, c'était fantastique, quoi. Je vivais un rêve, quoi, constamment, surtout en studio, mais il y avait ce côté-là, un petit peu, forcément, on était un petit peu anxieux ou aux aguets, un Ouais. peu comme ça tous les jours. Ouais. On ne savait pas comment ça pouvait finir. Parce qu'il y Oui. avait les excès aussi, il y avait aussi l'alcool, la drogue peut-être. Oui, moi, j'ose pas non plus en parler trop, mais c'est très connu, ça, naturellement. Mais lui avait besoin, pratiquement tout le temps, de se dépasser, d'aller vers ce personnage, de ne pas manquer, de rien manquer du croquis. C'était pareil, il changeait de guitare tous les mois. Et il changeait de moto, on lui en offrait. Oui. Alors, Et il changeait de femme aussi, et beaucoup. Hein. voilà, c'est un côté que j'aborde jamais, mais c'était très souvent, oui. Ouais. Mais un Johnny qui rédige des testaments à répétition à la fin de sa vie, qui est malade, c'est une image... Ouais. Ça a provoqué ça a fait couler beaucoup d'encre, comme on dit. Bon. Enfin, le principal, c'est que ça reste une idole et que ce soit un monument de chez nous, quoi. On oublie qu'il est belge et que, bon, j'espère qu'à Bruxelles, je pense qu'en Belgique, le monument, c'est Jacques Brel. Ouais. Voilà. Et j'en viens. Alors, j'ai pu mesurer la différence. Et là, ben, j'espère que les Belges, et naturellement, l'expo n'est pas fait que pour eux, mais je pense que si ça vient, disons, du monde entier, ou tout au moins des limitrophes de la France, ça peut être très intéressant. C'est une opération, je pense, très intéressante. Ouais. Mais enfin, voilà. Hallyday, c'est, à mon avis, champion, pour moi, champion du monde. Voilà, c'est ouais. ce que je pense. Les étoiles de l'ombre, c'est le titre d'un documentaire formidable qu'on va diffuser en fin d'année sur TV5 Monde, qui vous est consacré. Genre, il est signé Mundia Foudra et Jean-François Cyrana. Et regardez un extrait de ce documentaire sur vous, Jean. Vous parlez de Johnny. Ah, sympa. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, Il a tout fait pour entrer dans le monde de Hallyday et de le sublimer avec une chanson, mon Dieu. quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas. Tout ce qu'il y a dans cette chanson me touche au plus haut point, même 50 ans, même 100 ans après, si je suis encore vivant, j'adorerais cette chanson. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Jean Renard, un seul Immense. compositeur lui suffit. Regardez, il y a encore des témoignages comme ça. C'est un film formidable qu'il faut regarder sur TV5 Monde. Inédit, hein, un document sur vous, Ah, sympa, Jean. oui. Ouais, Ouais. qui a été ovationné à la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs, interprètes, éditeurs de musique, qui vous a ovationné après avoir vu ce film. Ben oui, c'est bizarre. Et comme disait Coluche, pour reprendre une phrase que tout le monde ne connaît pas, il faut toute une vie pour être connu du jour au lendemain. Alors, peut-être que ça va se vérifier, parce que en tant qu'auteur et compositeur, c'était pas
c'était pas la coutume dans le métier de la chanson d'annoncer, si du temps d'Édith Piaf, mais c'était pas la coutume après les yéyés, etc., de dire deux un tel et deux un tel, ça faisait trop chic, quoi. Alors, on disait chanson de Johnny, chanson de Sylvie, chanson de Sheila, voilà, ça allait plus vite. Maintenant, on commence à s'intéresser un petit peu à ceux qui ont creusé le sillon, quoi, comme on dit. Et là, une chanson de Jean Renard, encore une. Et alors celle-là, vous avez dansé là-dessus. Vous avez aimé peut-être Le temps d'un été, quand on entend la voix de Sylvie Vartan et de Johnny qui se mélangent. On se rappelle des souvenirs. C'est fait pour ça, les chansons, au fond, Jean. Oui. Quand vous avez écrit « J'ai un problème », cette chanson-là, écoutez, Johnny et Sylvie. On est un peu surpris à cause de toi. Je ne suis plus la même. Oh, moi par ta faute, j'ai changé aussi. Je ne sais. Quel succès! Ouais. C'est le soleil qui revient quand on entend ça. On s'imagine en été, quelque part, au bord d'une plage. C'est un succès qu'on entend à la radio. Oui, j'étais content quand je me suis aperçu que le public réagissait, parce que c'était pas prévu que ce soit J'ai un problème qui soit le tube de cet enregistrement. On avait enregistré 7 chansons différentes à Londres, à l'Olympic Studio, avec un ingénieur du son célèbre, Chris Kimsey, qui a souvent enregistré Elvis Presley d'ailleurs. Et les chansons étaient aussi de Mallory, et il y avait une chanson de Jacques Ploquin aussi qui s'appelait Te tuer d'amour. Et Sylvie pensait que c'était cette chanson qui devait être le tube de ce duo mythique. Et quand les orchestres ont été terminés, il était 2h du matin, je mangeais des œufs au bacon au Royal Garden, sur High Park, à l'hôtel, avec Gabriel Yared en face de moi. Et il me dit, t'as l'air préoccupé. Je dis, ben oui, je suis préoccupé parce que je ne pense pas qu'il y ait le tube parmi nos 7 chansons. Il faut faire quelque chose de populaire, quelque chose que les gens retiennent. Et là, je ne pense pas qu'on l'ait. Ah bon? Mais comment? Un truc comment? Alors, il y avait un piano basse-string qui était là dans le bar, et je vais au piano, et je lui dis, toi, j'ai fait un tango il y a très longtemps pour je sais pas, Corchia ou un autre, je sais pas bien que c'est ça, et je lui joue, et je lui joue en tango. Ah, il dit, une mélodie comme ça? Je dis, ben oui. Mais il me dit, on la fait pas en tango. Et il se met au piano et il me fait, oui, ben non, 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 non. Oh, j'ai dit, ben voilà, tu te mets au piano, tu fais une intro, on peut le faire demain. On a encore studio demain matin. J'ai dit, il faudrait écrire l'orchestration. Et il m'a dit oui. Il a passé la nuit à écrire l'orchestration et c'était prêt le lendemain pour une séance qu'on avait avec les violons, etc. Extraordinaire. Voilà. Heureusement. Ouais, ça nous fait parler de Sylvie Vartan. Regardez encore un autre extrait de ce documentaire, Les Étoiles de l'Ombre, Jean Renard. J'ai jamais écrit pour de l'argent. J'ai écrit pour que les gens soient heureux, comme quand je les faisais danser. Ce soir, tu vas chanter, pourtant tu n'es pas. Il y a beaucoup d'étoiles qui sont dans l'ombre, que les gens ne connaissent pas forcément, et qui en fait vous apportent beaucoup de lumière. Mes parents ont beaucoup de chance de tomber sur quelqu'un comme lui, qui a aimé les gens pour qui il a travaillé, sinon il n'aurait pas fait. C'est quelqu'un d'authentique. C'est énorme ce qu'il a écrit, il a fait de la musique pour tout le monde, quoi. C'est un travailleur, un chercheur, qui fait des mélodies qui ont l'air de couler de source et qui sont pourtant vraiment ciselées. Voilà, c'est un joaillier. Il fait une mélodie et le public la ressent de suite. Le lendemain, il la chante. Cette mélodie attrape les gens. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un mélodiste. C'est une chose très spécifique. Et le mélodiste, c'est un don. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de vague, c'était la mer d'huile, et j'entendais ploum. Et quand ça retombait, toum, 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 les gouttes faisaient que ça. Et je relançais, ploum, toum, 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 toum. J'ai dit, tiens, c'est le départ de quelque chose, et puis voilà la mélodie qui arrive.
Oh, dé, 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 dou. La Maritza, c'est ma rivière, comme la Seine. C'est comme ça qu'on compose la Maritza, Jean. Poum, 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 poum. C'est comme des gouttes d'eau qui tombent. C'est vrai? Oui, c'est un don, hein, mais je m'en suis aperçu. Il n'y a pas longtemps que je pense que je suis compositeur. Je voulais faire ce métier-là, si tant est que c'est un métier. Je voulais écrire des musiques, des chansons pour que les gens soient contents de les chanter, de les répéter. J'avais été élevé là-dedans, hein, dans Offenbach, etc. Ma mère était chanteuse soprano, mon père chanteur sur scène et peintre en bâtiment la journée. Et donc, bon, dans le ventre de ma mère, j'entendais des mélodies tout le temps, tu penses. Et puis, je me suis mis au piano un jour, qu'il fallait quand même que je touche un peu le piano. Et je me suis aperçu que ce n'était pas au piano que je composais, c'était au volant de ma voiture et en faisant du vélo. Où, tu vois, il y a une chanson de Mike Brand que j'ai composée, que j'ai écrite dans ma tête en allant chercher le pain le matin sur un vélo dans l'île de Noirmoutier, tu vois, où j'allais souvent l'été. Alors, cette chanson, c'est... enfin bref, ça n'a pas fait un gros tube, mais enfin ça fait partie des chansons de et je suis heureux. Et j'entendais tout le temps en pédalant et je suis heureux. Quand je suis rentré de mes vacances, j'ai dit à Mike, hop, on va chanter ça. Je m'étais pas au piano, j'étais sur mon vélo. Ouais. Puis après, bien, je me suis aperçu que mes chansons, bout à bout, ça commençait à faire un catalogue, quoi. Et c'est une carrière qui se construisait. Et à partir de l'an 1980, à peu près, 82, 85, je me suis dit, mais tu dois être compositeur quand même. Et mon père m'avait dit, jamais tu seras compositeur, tu ne vas pas gagner un rond avec ça. Bon, avec les tubes, ça va mieux, j'ai pu acheter. Alors c'est vrai que quand vous avez... une bière ou deux. Ouais. Non mais Johnny, un jour, elle a été complètement effondré, je sais plus, dans un café, je crois, je sais pas, et puis et là il vous dit, est-ce que tu connais le rock'n'roll, c'est ça? Oui. Hein? Et là vous faisiez allusion à Offenbach il y a quelques instants. Parce que ça a été un réflexe naturel. Il me dit rock'n'roll, je dis merde, et toi tu connais Offenbach? Et là il me répond Bach, oui je connais Bach. Oh, j'ai dit, ben écoute, tu dois être fatigué, faut aller dormir. Ouais. Voilà. Ouais. Et alors, il y a la rencontre avec Sylvie, parce que ça, c'est quand même un truc. Et alors, elle récupère une chanson, et pendant qu'on discute, on va écouter l'une des plus belles, hein, Par amour, par pitié, que vous avez écrite pour elle, bien sûr, Jean. La rencontre avec Sylvie. C'est extraordinaire, c'est la chance de ma vie. Si je ne rencontre pas Sylvie Vartan, je me demande ce que j'aurais fait, je ne sais pas. Je serais peut-être retourné dans la photo, parce que j'ai commencé comme photographe. Alors, bon, mais Sylvie, elle a mis le feu aux poudres, carrément, malgré moi, puisque je voulais chanter cette chanson, j'enregistrais à l'époque. Je faisais des disques, je voulais chanter cette chanson et Dreyfus, qui m'avait passé le texte de Gilles Thibault, un éditeur célèbre, et je lui avais dit, cette chanson-là, je vais la faire. Il dit, non, tu vas pas faire un disque. Je dis, ben si. Ah non, je dis, écoute, c'est ou Johnny ou moi. Il dit, pas faire Johnny, oh, c'est... Mais je peux te faire rencontrer Johnny. Il m'a fait rencontrer Johnny, non. Je suis allé, soi-disant, rencontrer Johnny dans un studio où enregistrait Sylvie. Chez Decca. Et là, il n'est pas venu la chercher. Comme tous les soirs, il venait, mais là, elle faisait un album, il n'est pas venu. Et elle m'a dit, je ne veux pas que vous soyez venu pour rien. Mettez-vous au piano, puis jouez-moi la chanson. Je lui dirai ce que j'en pense. Je lui joue, et là, elle devient toute blanche, elle perd un peu. Elle dit, non, d'abord, vous vous trompez, c'est pas pour Johnny.
c'est pour moi. Et moi, ma réaction, ah non, 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 c'est pas pour vous. Ou c'est Johnny, ou c'est moi. Moi, je me dis, vous êtes qui, vous? Je chante, je suis chanteur. Ah bon? Elle se marrait. Non, non, c'est pas possible. Je dis, oui. Bon, on me dit, réfléchissez, je chante la chanson. J'ai dit non, elle n'était pas très contente. Elle a pris son manteau, elle est partie. Le lendemain, Carlos, il m'a appelé en disant, Jean, venez parler un peu avec Sylvie. Je suis allé l'après-midi et elle m'a dit, ben, vous n'êtes pas raisonnable, hein. Vous savez combien je vends? Ben, je sais, 500 000, 600 000, 45 tours. Et moi, je m'en foutais complètement. Je voulais faire mon disque et enfin que je vende du disque, quoi. Et dans la boîte où je travaillais, à Donne-Marie, en Montois, en Seine-et-Marne, je jouais ça le samedi et le dimanche. Et les gens rentraient sur la piste immédiatement. Je me suis dit, bah voilà une chanson telle que je les aime, quoi, qui fait plaisir aux gens. On éteignait la lumière et les gens s'aimaient, ça marchait. C'est ça, écoutez. Et en plus, ça m'a fait jouer l'orgue à l'intro. Par amour, par pitié. Alors la carrière, évidemment, avec Sylvie va Voilà. continuer, tout ça. Mais parliez de Carlos à l'instant, Jean. Oui. C'est vrai qu'un jour, Ouais. Carlos et Sylvie croisent un chanteur à l'étranger, magnifique. Ouais. Magnifique. Et ils disent, mais il faudrait qu'il vienne en France, il est trop beau, un Israélien. Mais comment ça se passe? Il vous appelle, c'est Carlos qui vous dit, il faut que je te Ouais. présente un type qui s'appelle Moshe. Oui. Il n'arrête pas de chanter chez moi, j'en ai marre, et puis il empêche les gens de dormir dans la cour, ça résonne, il chante les fenêtres, il mange tout ce qu'il y a dans mon frigo et tout, j'en ai marre. Veux-tu le voir? Je dis, bah, oui, qu'est-ce que c'est? Je lui donne rendez-vous chez Vanier un matin à 9h, il est là à l'heure, il frappe, la porte s'ouvre. Oh, je dis, bon, bah. Et là, ma réaction, elle a été formidable, parce que je me suis dit, s'il chante aussi bien qu'il est beau, ça va Ouais. faire un carton, quoi. Ça va être un carton. Ouais. Laisse-moi t'aimer. Toute l'histoire. Seulement, j'avais pas prévu. Ouais. Il savait pas parler du tout un mot de français. Ouais. C'est sûr, Patrick. Ça, Ouais. c'était... Mais il savait ce qui était en train de lui arriver ou ce qui pouvait lui arriver. Il arrivait débarquer comme ça, Ouais. Mike Brandt. Ouais. Et il s'en foutait de ce qui allait arriver, mais il y allait en disant... ouais, c'est ma fille qui disait, si tu veux arriver jusqu'à l'étoile et tracer ton chemin tout droit, accroche ta charrue à une étoile. Lui, son étoile, il y allait direct. Il s'en foutait de ne pas parler français, il n'avait pas forcément... Jusque-là, il chantait un peu américain, forcément en hébreu, en israélien, bien sûr. Et quand on est arrivé au studio pour Laisse-moi t'aimer, ça a été catastrophique. Ouais. Et j'ai dit, Laisse-moi t'aimer, ça te dit que tu pourrais faire? Qu'est-ce que ça donne? Il me fait lâche-moi ta mie. J'ai dit, bon, ben, on est parti pour un moment, hein, ça va pas être facile. Écoutez, Accord perdu, un des tubes de Jean Renard pour Mike Brandt. Accord perdu, je t'ai demandé de venir avec moi danser, danser. Le temps de te toucher les mains et déjà tout mon corps prône le diable. C'est tellement émouvant. Ouais. À entendre cette voix qui a traversé le temps, ça fait presque 50 ans qu'il nous a quittés. C'est la dernière Toujours là. chanson que j'ai écrite Ouais. pour lui, oui. Oui. J'aurais jamais dû me séparer de lui. Il serait toujours là. Ouais, c'est Ça, vrai. j'en suis sûr. C'est ça qu'il a perdu. Oui. Pourquoi C'était une erreur. Pourquoi il s'est perdu? Pourquoi il s'est perdu comme ça? Eh bien, parce Il y qu'il avait un mal-être aussi, lui il- aussi. Il y avait... il est tombé aux mains des mécréants, des gens qui pensent qu'au fric. Et forcément, il était fabriqué, il était sur orbite et il vendait du disque, donc il rapportait des sous. J'ai toujours eu horreur de ça. Moi, j'ai jamais su combien Mike avait pu vendre de disques chez... Le temps que je m'en suis occupé pendant 2 ans.
je regardais pas les ventes de disques. D'abord, je me suis jamais occupé de ça. Vraiment, ça paraît étrange, mais c'est comme ça. Je m'intéresse surtout à savoir si la musique va rentrer dans le public. La musique qui doit rentrer, c'est comme l'atome. Ça traverse des murs, ça traverse des générations, ça traverse... C'est comme ça. C'est comme l'atome qui traverse du béton, du ciment. C'est la même chose. Oui. C'est la même chose. C'est perdu avec ce que vous dites, c'est mécréant, avec ce système de fric, qu'il a perdu au fond. Il était forcément obligé d'avoir quelqu'un qui continue la carrière que j'avais forcément ouverte. Et déjà, mon associé de l'époque a vendu son contrat, Gérard Tournier, à Monsieur Tallard, le producteur de Notre-Dame de Paris quand même. Et l'autre a revendu le contrat à quelqu'un qui est mort dans le bois de Boulogne en se suicidant d'une balle dans la tête et dans le cœur. Enfin, c'est une histoire, une histoire à dormir debout. Terrible. Et tout ça, ça s'est terminé par son soi-disant suicide, tu vois. Ouais. Et ça, j'y ai jamais cru, bien entendu. Pourquoi vous dites un soi-disant suicide, genre? Oh bah parce que 3 jours avant, le 25 avril 1975, je le rencontre dans un studio à Boulogne, à côté de Paris, où je suis en train de travailler pour la prochaine Coupe du Monde. Et il y a une pause, je me mets au piano, comme ça m'arrive souvent. La porte est ouverte et Mike Brandt est là et je ne le sais pas. Il est dans le studio d'à côté. Il enregistre « Dis-lui, pas de dédé, de... » Feelings, un tube fantastique, qu'il n'a pas connu, qu'il n'a pas vu sur le marché, puisqu'il s'est soi-disant suicidé. Et là, il entre dans le studio, on tombe dans les bras l'un de l'autre, et il me dit, bon, il tremblait, ben moi aussi, hein, comme deux amants, quoi, qui ne se sont pas vus depuis un moment, mais il y a quelque chose qui se produit. Et il me dit, mais je voudrais bien recommencer au début avec toi, parce que les autres, je n'aime pas. J'aime pas les gens qui travaillent avec eux, non. Je lui ai donné rendez-vous pour le lundi. Et il est mort le samedi matin, je crois, la veille, 2 jours avant. Pour moi, c'était impossible. On recommençait la carrière. Il était ravi. On allait aller aux États-Unis. C'est ce qu'il rêvait de ça. Et moi, je voulais qu'il fasse une carrière à la George Michael, tu vois. Et non pas obligé de faire tube sur tube avec des effets de voix, etc. Et ça commençait les gens se lassaient tout doucement. Alors, déjà avec Qui saura, il avait fallu relancer la carrière. Et c'est un titre que j'avais fait du temps où on travaillait ensemble, qui était dans mon grenier. Et le petit Bobino, j'ai été le porter après un coup de fil avec Monsieur Tallard. Et il m'a dit, je sais que tu as un tube dans ton grenier. Mike, il l'a fait. Je dis, bah oui, Qui saura. J'ai été lui porter, je lui ai offert, je lui ai donné. Et là, c'est reparti, la vente avec une Monique Lemarcy, très célèbre, responsable forcément d'une grande station de radio. Oui, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Jean, s'il ne s'est pas suicidé? Comme dans une précédente émission que j'ai fait avec toi, je crois, que j'ai faite, j'aime pas parler de ça. D'abord parce que c'est malsain, que je ne peux pas dévoiler éventuellement des choses très précises que je connais. Et je pense qu'une légende est née autour de Mike Brandt, et comme autour de James Dean, tu vois, ou de Presley aussi. Et il vaut mieux garder la légende. Il vaut mieux vivre et être heureux avec cette légende, plutôt que éventuellement connaître des raisons épouvantables qui l'ont peut-être éventuellement conduit à rencontrer des mauvaises personnes. Et ça se pourrait bien. Mais ça, il faut pas, à mon avis, faut oublier ça. Ce qui compte, c'est que 47 ans après aujourd'hui, on est en 2022, eh ben,
il est toujours là. Il est toujours là, présent, avec Laisse-moi t'aimer, mais pas qu'avec ça. Dans une larme et qui sera aussi, etc. Ouais, Voilà, ouais. voilà, voilà. Faut entendre une voix, Jean, parce que on parle toujours des autres. Je serai Écoutez celle-là. sur le dernier bateau. Voilà. Derrière moi, je laisserai le remous des plaisirs fous. Avec joie, je saluerai mon passé jaloux. Mes amis, allez, mais toujours, allez, mais je t'aime. Allez. Il y a un petit côté, on dirait Gilbert Bécaud, là. Hein. C'est Jean Renard qui chante. Il fallait, à l'époque... Je chantais dans une boîte à Troyes, Casino Fantasio. Et je chantais, bien entendu. Et maintenant, que vais-je faire? Les succès de Bécaud, les succès déjà de Claude François, des succès, parce que les gens, les tubes, ça va mieux pour danser, tu vois. Les chansons inconnues, à part quelques valses ou quelques tangos, bon. Mais si tu veux que les gens dansent sur quelque chose, il vaut mieux prendre des tubes, quoi. Et moi, j'avais une admiration sans borne pour Bécaud, et surtout pour son auteur, Pierre Delanoë, qui, je ne le savais pas à l'époque, pas encore, allait devenir mon parrain à la SACEM et écrire la Maritza avec moi. Ça, forcément, je ne pouvais pas le savoir. Mais le destin est fantastique, tu vois. Et on dirait que quelqu'un prend le puzzle, tu sais, il ajoute une pièce au puzzle, et puis finalement, ça fait une carrière. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais pu analyser non plus. Oui, ce qui est fou, c'est qu'on entendait cette voix donc, de Jean Renard. C'était les cabarets, alors dans lesquels il y avait des gens qui étaient inconnus à l'époque, qui passaient avant ou après toi, on peut se tutoyer, Jean, et qui sont devenus connus après. Mais c'est quoi les cabarets parisiens Beaucoup plus connus que moi. Hein. D'où les étoiles de l'ombre, tu comprends? Et puis, bon. Je pensais à Jacques Brel. Oui, mais Jacques Brel. Oui, Jacques Canetti, c'est un énorme découvreur de talent. Raymond DeVos, qui n'était pas connu, qui passait là. Comme l'était Jean Van Loo en Belgique, etc. Il y avait des figures extraordinaires à cette époque. Et Canetti plaçait ces artistes qu'il aimait bien dans une boîte avenue de l'Opéra à Paris qui s'appelait La Tête de l'Art. L''ART. Et donc, on doublait chez ma cousine. Quand on passait chez lui, on allait ensuite à Montmartre, place du Tertre, chez ma cousine. Alors, je levais le torchon, c'est-à-dire, tu sais, le rideau, et ben, je chantais des petites chansons. Trois petits lutins de rien se promènent dans la forêt. Tout le monde n'en avait rien à faire. Chacun coupait son beefsteak. Ça faisait un boucan. Les cuillères et les fourchettes. Et celui qui passait derrière moi, c'était Pierre Doris. Ah oui, un humoriste, gros. Un comique extraordinaire. Il sortait de l'école de médecine, mais alors il était vraiment, il faisait des sketchs extraordinaires. Et la vedette américaine, c'était un inconnu, comme moi, pareil. Il s'appelait Raymond DeVos. Je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle plus de son nom. Raymond DeVos. Et alors la vedette, un autre complètement inconnu, Jacques Brel. Ah, on avait un beau programme à La Tête de l'Art, hein. Ah, là, alors, moi, on entendait les fourchettes. Pierre Doris, on entendait les fourchettes. Raymond DeVos, on entendait un peu moins les fourchettes. Et avec Jacques Brel, on n'entendait plus rien. Ouais. C'est peut-être parce que les gens avaient fini de dîner, mais on n'entendait rien. Il n'avait pas encore, fait Quand on n'a que l'amour. Et ça y était là. Ouais. Et il commençait tant qu'on n'a que l'amour. Il commençait à jouer ça. Et surtout tous les soirs. Et il disait un texte nouveau, et tous les soirs, il changeait la musique. Je me disais, mais il est curieux, son texte est fabuleux, mais il n'a pas de musique ou quoi? Et un jour, il me dit, tu veux me faire une musique? Si tu veux. Et j'ai pris le texte, je l'ai gardé 2 ans, dans ma mallette. Je l'avais un peu oublié, d'ailleurs. Et puis un jour, j'entends la chanson. Le plat pays qui est le mien. Alors j'ai dit, bon, d'accord, qu'un canal s'est perdu, tu sais, on a entendu. Et là, je me suis dit, aïe, j'aurais peut-être dû faire la musique parce que
Je m'en sentais capable, mais il aurait fallu quand même que je le fasse vraiment, quoi. Ouais. Bon. Donc on aurait pu avoir le plat pays, paroles Jacques Brel, musique Jean Renard. Mais oui. Hein Bon, mais Je sais pas ce que ça aurait donné, mais... La même aventure m'est arrivée avec Françoise Dorin et une chanson qu'elle m'avait donnée qui s'appelait Que c'est triste Venise. Et pendant un an et demi, je faisais que des... Là, j'avais fait la musique, mais à chaque fois, ça ressemblait à Aznavour. Un jour, je lui ai dit, écoute, va voir Charles, parce que moi, il ne voudra jamais chanter une chanson. Et il l'a fait pendant un week-end. Et puis, alors, c'est devenu forcément Que c'est triste Venise. Autant des amours mortes. Bah, encore une fois, je me mordais les langues. Il y en a une, alors un que vous n'avez pas raté, on va l'entendre, parce que c'est la plus grande voix après-guerre, évidemment, immense. Quel, j'imagine, honneur de composer pour Tino Rossi. Ah oui. Non? Quel honneur, Jean. Et ça a été un cadeau, quoi. C'est la première fois que je passais à la télé, ça. Ouais. Ah oui, une voix... C'était du velours. C'est beau d'entendre ça, oui, sa musique comme ça, sur une des grandes voix. À chaque fois, c'est une émotion, parce que moi, je me resitue exactement... Et là, il a rajouté des petites appoggiatures, style Tino Rossi, mais je ne les ai pas écrites. C'est lui, mon village, tu vois. Et c'est ce qui faisait la caractéristique de Tino. Il n'avait pas seulement qu'une belle voix, il savait chanter. Tiens, encore une autre voix, évidemment, mythique de l'histoire de la chanson. Immense succès, un artiste. Alors là, c'est une chanson qui s'appelle Pardon. Et là, c'est Claude François. Écoutez ça. Musique de Jean Renard. Pardon pour ces pages arrachées à mes cahiers, pour cette encre violette que j'employais. Pardon d'avoir osé t'écrire que je t'aimais. C'est encore un sacré personnage. Hein. Alors ça, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Oui, encore plus difficile à vivre que Johnny. Hein. Ah oui. Encore plus difficile, ouais. C'est-à-dire, pas comme on a dit, enfin bon. Oui, autant de Johnny, il faisait confiance, il enregistrait une fois, il sortait du studio, j'ai dit, tu écoutes? Non, ça te plaît? Ben oui, salut. Ah, je vais me coucher, je suis fatigué. Il me laissait entièrement carte blanche pour tout. Claude François, il voulait que je travaille forcément avec lui. Son producteur était venu me proposer de quitter carrément Johnny pour travailler avec Claude, mais je ne sentais pas. Puis il ne me voyait pas quitter Johnny. Oui, mais pourquoi vous ne le sentiez pas, Jean? Parce que c'était pas facile à vivre avec lui. Mon intérieur ressemblait plus à ce que je ressentais pour et avec Johnny qu'avec Claude, qui était tellement pointilleux, tellement exigeant, tellement pour tout. Pour tout, pour le vinaigre, pour le savon, pour la brillantine, pour tout. Il était exigeant. Pour la musique. Infernal, quoi, on va résumer, non? Infernal. Il passait des heures. J'allais à ses répétitions. Et... Bon, j'ai assisté à la naissance de Comme d'habitude, qui est devenu My Way. Voilà. J'ai même écrit une partie à la fin, mais ils m'ont oublié de me faire signer. Mais bon, c'est pour la petite histoire, c'est pas grave. Oh, mais quand même, c'est le plus grand succès mondial. Oui, mais bon, hein? On a fait d'autres. Oui, non, mais c'est... Qu'ils ne sont pas devenus un grand succès mondial. Claude François n'a écrit qu'une note sur My Way, la première. Il paraît, oui. Ah, vous savez. Oui. Vous en avez écrit plus qu'une? La fin la partie haute, à la fin, oui. Mais bon... Quand on travaille en permanence avec quelqu'un, enfin c'est mon cas, hein, on oublie ces choses-là, on fait ce qu'il faut faire, puis c'est tout. Mais dire non à Claude François, il ne devait pas avoir l'habitude, hein, quand même. Oui, peut-être bien, oui. Mais j'y suis pas arrivé là, je ne pouvais pas. Alors, j'ai dit à Paul Lederman, parce qu'il s'agit de lui,
il faudrait mieux que ça soit Jean-Pierre Bourtère. Il est chez Barclay, mais il va, je pense, s'en aller et ça serait bien, quoi. Et il a été proposé à Jean-Pierre qui a accepté. Ils ont bien fait. Alexandrie, Alexandra, et ça va. Oui, oui. Tiens, encore une autre grande voix merveilleuse. Encore une belle musique de Jean Renard. Écoutez Françoise Hardy. C'est un ruban de soleil Ah oui. Cléopâtre. qui Ma Cléopâtre. s'enroule sur ta main. Oui, vous disiez, Jean, votre Cléopâtre. Ouais. Pourquoi Françoise et Cléopâtre? Je sais pas. Quand je l'ai vu la première fois entrer dans le studio où je lui ai joué la chanson, je pouvais plus parler. Je la connaissais, bien sûr, mais je l'avais jamais approchée. Ce genre d'artistes, ils ont le charisme, il n'y a rien à faire. Ils arrivent, hop, et puis voilà, quoi. C'est le coup de, on appelle ça le coup de foudre en amour, mais c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est un peu ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et oui, son visage, quoi. Moi, c'était romantique, tu vois, romantique, un peu oriental aussi, tu vois. C'est ce qui me plaisait aussi chez Gene Manson, forcément. Ouais. Simplement, justement, parler d'une série télévisée, parce qu'encore un extrait de ce merveilleux documentaire Les Étoiles de l'Ombre va nous faire découvrir une musique. On a tous en tête une musique de Jean Renard. Écoutez. On n'aime pas parler de soi, on n'aime pas se mettre en avant. Et il faut beaucoup de temps pour que les choses arrivent et que se fassent. Maintenant, bien entendu, je sais que je suis compositeur, mais j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Les gens de l'ombre, ils font des choses qu'on ne sait pas. Mais moi, je ne savais pas que c'était Jean Renard qui avait fait Dallas. Alors là, Jean, vous avez fait vraiment chanter dans les chaumières avec ce générique, hein, avec cette musique de Dallas. Oui, hein. oui. Ah, là... Je sais pas si je peux te raconter, je sais pas si j'ai le temps. Allez, on y va encore quelques instants parce que c'est tellement mythique et culte. C'est long, c'est très long, le Ah temps bon d'émission. Eh bien, quelqu'un, dernièrement, a assisté à la projection de ce documentaire. Quelqu'un de très important. Un distributeur planétaire de films, de cinéma, de télévision, etc., était dans la salle et forcément, il a découvert un petit peu... il ne savait pas ce que j'avais fait, il connaissait les chansons, mais il ne connaissait pas celui qui en était responsable. Il m'a demandé de lui faire un générique pour une série mondiale qui s'apprête à mettre sur le marché. Je l'ai fait la semaine dernière. Waouh, ça c'est une bonne nouvelle. Avec une découverte incroyable de 2 jumelles de génie qui chantent pour les petits, parce que c'est des émissions pour les enfants de 3 ans à 10 ou 12 ans. Et elles sont absolument identiques, cheveux, yeux, verts, absolument identiques. On ne peut pas dire qui est l'une ou l'autre, et elles chantent. Et elles jouent de la guitare. Forcément, j'ai fait le générique avec elles. Et puis, bon, on verra, mais il me semble bien que c'est pas trop mal parti. Un Dallas bis. Ça se pourrait. On va entendre une autre voix. Vous en parliez tout à l'heure, évidemment, d'une des grandes chanteuses que vous avez accompagnées. Oui. Évidemment, c'est Gene Manson. Ça, c'est Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Hein. Elle n'avait pas que la voix. Hein. Je vois là, sur l'écran, ouille. C'est une belle histoire aussi. Oui, c'est une merveilleuse histoire. Là, on est restés ensemble pendant 6 ans quand même. Au bout de 6 ans, elle valait beaucoup d'argent. Et moi, je ne pouvais pas suivre.
Et en plus, j'aime bien aussi mélanger les genres, les choses, ça me plaît, quoi. Et donc, c'est une autre maison de disques après moi qui a continué la carrière, qui a été extraordinaire. Mais on s'est bien amusé, on a vraiment bien travaillé. Ouais. Vous diriez, juste une question, parce qu'on a beaucoup parlé d'elle récemment dans l'actualité. C'est quelqu'un de bien, Gene Manson? Oui, bien sûr. Moi, ça, on peut le dire sans entrer dans le détail. Oui, j'ai regretté ces polémiques. Je ne vais pas citer de nom, j'ai horreur de ça. Mais on a écrit, ça fait couler de l'encre, quoi. Forcément, les journalistes, pour certains journaux, à sensation, ça leur donne une matière, mais non. Mais l'accusé de ce qu'on l'a accusé, pour vous, ça ne tient pas? Non. C'est ça? Non. Impossible. Et je connais bien la famille et surtout Jennifer, Chirel, si tu veux, sa fille, que j'ai vue naître et que j'ai fait chanter sur mes genoux aussi. Non, c'est de la mauvaise presse. Il faut s'en éloigner de ça. La chanson, c'est pas ça. Il faut garder le bonheur que ça procure aux gens. Et la preuve, depuis 20 ou 25 ans, il n'y a pas vraiment de belles mélodies qui font plaisir aux gens et qui font oublier le quotidien qui n'est pas facile des fois. Comme celle-là. Écoutez. Revenez sur Jane Manson. Ouais. On voulait enchaîner sur la suite de la chanson, là. Non, il ne faut pas se... Je voulais entendre un petit bout de Jane. On va reprendre le refrain. Hein. On va attendre que le refrain arrive et puis tu vas monter la musique. Ça va arriver. Il va falloir que tu coupes pas mal. Alors. Ouais, voilà, je couperai là. Ça fait faire une longue émission. Ouais, c'est super. Ça te plaît? Vas-y, montez le son là. Là, on peut le dire, qu'il y a de la mélodie, il y a de la voix. Ouais, j'ai pris le pied en la faisant chanter. Ouais. Je ne veux pas savoir, chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, je fondais. Je me disais, c'est ça, c'est l'Orient, c'est extraordinaire. Ouais. Tiens, il y a un truc qui est quand même culte, cette pochette-là. C'est évidemment extraordinaire Jean-Claude Vannier. On parlait tout à l'heure de Que je t'aime, il a fait les arrangements sur Que je t'aime. Hein. Ça, c'est un disque qui s'appelle L'enfant assassin des mouches, qui va précéder Mélodie Nelson de Serge Gainsbourg, et qui est un disque entièrement voulu par vous, Jean, produit par vous, qui est un disque culte aujourd'hui. Ouais. Et une musique absolument incroyable. Ouais. Je l'ai fabriqué, je ne l'ai pas sorti dans le commerce. Uniquement parce que la directrice d'une programmation d'une émission, d'une station célèbre, est venue au studio écouter, est venue dans mon studio écouter l'album. Et elle m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? Comment veux-tu qu'on passe ça à la radio? C'est immense, c'est extraordinaire, c'est qui a écrit ça? J'avais donné carte blanche à Jean-Claude Vannier et il en a mis partout. Des chœurs qui venaient d'un autre monde, des musiques. On a même enregistré des réveils, une vingtaine de réveils, clic, 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 pour faire du rythme. Il a même fait une pochette, il est tout nu sur la plage. Au Touquet. Parce qu'on voit. Il a attrapé une bronchite. Ouais. Il est resté 8 jours au lit après. Il était tout nu. Oui. C'est Tony Frank qui a fait la photo. Oui.
Donc je dis parce que le disque est absolument incroyable, parce qu'il est culte aujourd'hui. Oui. Il est réédité, mais c'est un disque rare, recherché, parce qu'on sent ce que va être Melody Nelson. D'ailleurs, Gainsbourg écrit sur la pochette, écrit un texte. Bien sûr. Gainsbourg aime ça. Oui, et puis, bon, c'était la famille, quoi. Moi, j'aimais bien. Je faisais du quatre mains avec Serge Gainsbourg au King Club à Paris. Ça nous arrivait de... Quel beau musicien, quoi. Enfin, voilà. Ça m'a donné envie, puisque je suis bientôt en fin de carrière quand même, hein, ça vient. Eh bien, à cause ou grâce au Covid, et grâce au temps qu'on a eu, 1 an, 2 ans, 3 ans même, les musiciens n'ont plus travaillé, les compositeurs ne travaillaient plus non plus, mais moi j'ai continué. Et comme je voyais que l'industrie du disque tournait de l'œil, je me suis penché vers de la musique dite sérieuse, mais populaire, l'opéra. Ouais. Et j'ai écrit un opéra, non pas, on peut appeler ça un opéra rock, c'est un opéra populaire. Ouais. Voilà. Lisa Dora. Oui, c'est ça, Patrick. C'est ça, hein. Lisa Dora. Lisa de Elisabeth Vidal, puisque c'est elle qui est la vedette, la muse d'un peintre célèbre, Salvador Dali, que je fais revenir du cosmos en t-shirt, basket et jean avec une bombe de tiger à la main et non pas des pinceaux. Et puis, le thème, c'est essayer de motiver les gens contre la pollution et surtout d'essayer de faire quelque chose contre le réchauffement climatique. Alors, il n'y a pas besoin de publicité pour ça. Et là, j'ai pris encore une fois mon pied, si tu veux, passe-moi l'expression, à faire une douzaine de chansons qui sont des charnières entre les plus grands tubes d'opéra, Verdi, Wagner, etc., de chœurs et orchestres symphoniques, et surtout les plus grands tubes de variété autour de la planète. Le mélange du tout, ça ne peut pas faire autrement que de donner du bonheur. Alors je me suis dit, allons-y, je vais faire un opéra avec les plus grands tubes. Et on est trop impatients. Ah, Jean Renard, ça s'appelait donc Lisa Dora. On va aller voir ça, on veut entendre vos musiques, Jean. C'est tellement merveilleux. Je veux dire, on va évidemment se quitter avec Johnny, toujours. Oh. Johnny, toujours là, au fond. Johnny est éternel, on pourrait dire ça. C'est ce qu'on ressent quand on va à l'expo à Bruxelles. Ouais. J'ai été surpris par le grandiose, c'est digne lui, hein. C'est vraiment extraordinaire. Alors ça, à l'expo, c'est toutes les 3 chansons de Johnny que ça revient, cette espèce de leitmotiv. Ouais. Il se serait douté quelque part un jour de ce destin, de cette postérité, Johnny, qu'il resterait comme ça, immense. Non, mais il m'avait dit une fois, quand on s'est séparés en 1986, parce qu'il se mettait à travailler avec Goldman, avec Michel Berger, etc., donc il n'avait plus vraiment besoin d'un directeur artistique attitré. Et j'étais allé le voir dans sa loge pour lui dire au revoir. Et il n'a rien dit. Il me regardait dans sa glace pour se démaquiller. Moi, j'étais resté sur la porte. Et il m'a seulement dit, tu sais, Foxy, on finira ensemble. Et c'est tout ce que j'avais de... C'est le titre de mon épilogue. J'ai écrit un épilogue à mon bouquin qui s'appelle « On finira ensemble ». Alors, j'ai fermé la porte, sans me douter qu'effectivement, il est parti. Mais quand j'entends la chanson et que les gens l'entendent, on est toujours ensemble. On est là, quoi. Alors, on finira bien ensemble. Merci. Jean Renard était notre invité. Merci beaucoup, Jean. Merci. Merci, Patrick, et merci TV5 Monde. Hein.